Bonjour à tous, merci pour votre temps aujourd'hui. L'idée pour nous, c'est comme on l'avait fait déjà il y a quelques temps, de faire un petit point sur l'activité de l'entreprise, sa stratégie et les perspectives d'évolution. Donc je me permets de regarder légèrement sur le côté parce que j'ai un autre écran où je vois la présentation. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que je vous regarde pas, mais c'est parce que j'ai la présentation sur le côté. Donc aujourd'hui, vous connaissez Cyrus Media, donc c'est un groupe qui est spécialisé dans la production audiovisuelle. Long métrage, documentaire, film d'animation, séries télé et publicité. C'est une société qui a plus de 30 ans d'expérience et qui maîtrise l'ensemble de la chaîne de la valeur de l'industrie, c'est-à-dire le développement, la création, la production et la distribution de contenu sur différentes plateformes, à la fois sur des acteurs diffuseurs en France, Canal+, TF1, France Télévisions, M6, mais aussi sur ce qu'on appelle les plateformes, que ce soit Netflix, discussion avec Disney, Paramount et aussi Amazon. Donc voilà ce qu'on va mettre en place. En tout cas, on va essayer d'échanger aujourd'hui sur la partie 2024, qui est un exercice de transition. La renégociation de la dette, qui a été un sujet très intense et sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Les résultats 2024 et ensuite les perspectives pour le groupe. 2024 a été un exercice de transition, d'abord parce qu'en fait, il y a eu le lancement du film Zack et Wowo, La légende de Landaris. Donc c'est un film qui a consommé pas mal de cash pour l'entreprise et qui est sorti au mois de juillet, qui n'a pas eu le succès attendu, loin de là. Il a été sorti dans une période un peu compliquée, puisqu'on a eu juste avant Vice-Versa, qui a été un énorme succès de Disney. Et donc le film a été vraiment, pour le coup, sorti en catimini. Entre-temps, il fallait continuer à soutenir l'activité de l'entreprise sur un business plan qui nous avait été présenté par le management précédent. Et donc, nous, on a apporté, moi-même et Robert Coppels, qui est l'actionnaire de référence de Sirius Media, un peu plus de 2,7 millions d'euros de notre cash en compte courant pendant cette période en 2024. Et on a fait un financement obligataire également de 2 millions d'euros. Donc, les résultats ont été décevants, les recettes moins importantes, bien sûr, et le business plan n'a pas été respecté. Il faut savoir que le business plan prévoyait, bien sûr, non seulement le remboursement d'un certain nombre de dettes, mais aussi une possibilité d'avoir des cash flows assez significatifs. Alors, bien sûr que l'exploitation du film continue, notamment à l'international et sur les plateformes, avec des deals récents signés, en particulier en Asie, mais aussi aux États-Unis et en Angleterre. Mais on est loin encore de l'investissement qui a été mis dans ce film-là. Et donc, voilà, ça a été assez décevant, mais je pense qu'on en a déjà parlé, Solène, lors d'épisodes précédents, et y compris dans les communiqués de presse. Tout ça, tout ceci a conduit à une restructuration, une refonte de la gouvernance. Les actionnaires et le board de Sirius Media m'ont demandé de reprendre la direction du groupe AAA et Sirius Media Production, qui s'appelait anciennement PMSA, en juillet 2024. Avec Robert Coppels, on est devenu administrateur de Sirius Media Production et on a réorganisé le conseil avec un objectif qui était bien sûr un plan de restructuration d'économie. Donc, on a à la fois réduit les dettes et réduit aussi les coûts d'exploitation de l'entreprise. Donc, avec une diminution des effectifs, la fermeture d'un certain nombre de bureaux et le changement du siège social de l'entreprise. Tout ceci pour avoir une activité qui consomme le moins de cash possible, une société qui consomme le moins de cash possible. Ensuite, on a entamé la négociation de la dette avec en particulier les vendeurs précédents. Et je dois dire que ça s'est bien passé, ça a été intense, mais ils ont compris la situation de l'entreprise et compris aussi la nécessité qu'on avait à un moment donné de trouver un accord. Et donc, même si ça a pris un peu de temps et énormément d'énergie, bah, on a réussi à s'aligner sur ce sujet et à trouver un accord avec eux. En gros, l'accord a été signé le 5 mai 2025 avec une annulation notamment du crédit vendeur qui avait été au départ consenti pour 23 millions d'euros. Différentes indemnités qui correspondaient en particulier à des contrats d'accompagnement et de conseil. La réduction de la dette aussi d'acquisition de AAA auprès de Perpetua, qui était le fonds initial qui possédait 100% de la société, qui est passé de 8 millions à 1 million, avec une option
pour passer de 1 à 0. Si on arrive à faire une négociation avec la dernière personne en termes de crédit vendeur, et un compte courant qui a été abandonné de la part de Perpetua également. Donc en fait, c'est une dette qui a été non pas restructurée, mais annulée à hauteur de 32,7 millions d'euros, ce qui est assez quand même significatif, puisque en fait, il reste aujourd'hui dans le groupe une dette bancaire sur laquelle on est en train de travailler d'à peu près 5,6 millions d'euros et puis une dette obligataire EquiSafe sur lequel aussi on est en train de travailler. Sur laquelle, pardon. Donc les résultats annuels, forcément, sont beaucoup moins bons. Le chiffre d'affaires 2024 et les activités de production ont généré à peu près 4,2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Un EBE qui est légèrement négatif, consolidé à 500 000 euros, moins 571 000 euros. Vous pouvez remarquer la réduction des frais de personnel, comme je l'ai mentionné, mais aussi des achats et charges externes, ce qui conduit bien sûr à un résultat qui est un EBE qui est négatif comparé à l'année précédente. Il faut savoir qu'on a aussi des amortissements qui sont assez significatifs. Ces amortissements correspondent en fait à l'amortissement des productions qui sont dans notre industrie activées dans un premier temps, puis amorties sur une période de 3 ans. Et donc là, ça correspond à l'amortissement non seulement de Zach et Wowo, mais aussi d'Urban Jungle, dont on parlera tout à l'heure, et d'une partie du reliquat d'une série qui avait bien fonctionné, notamment sur France Télévisions, mais qui a été top 5 sur Netflix, qui s'appelle L'amour presque parfait. On a donc un résultat d'exploitation qui est négatif, et ensuite une dépréciation des titres d'acquisition, en tout cas dépréciation du goodwill, de 18 millions, qui correspondait en fait à ce qui avait été activé au moment de l'acquisition, et donc un résultat net par de groupe de 25 millions d'euros, avec un endettement net de 25 millions à date, et des capitaux propres de moins 2,9 millions, sachant qu'en fait cette opération, en tout cas ces résultats 2024, n'intègrent pas l'annulation de la dette, en revanche intègrent dès maintenant la réduction et la baisse des titres, en tout cas du goodwill. Solène, tu n'hésites pas à m'interrompre hein, si tu penses que je dois préciser des choses. Euh, donc l'impact de la renégociation sur les comptes 24, c'est ce que je viens de mentionner. Donc c'est une dépréciation de l'écart d'acquisition de 18,7 millions d'euros. En revanche, forcément, on va constater un produit d'exploitation en 2025 de 32 millions, donc on va avoir un résultat à 2025 qui va être largement positif, ce qui est plutôt une bonne chose, même si notre focus principal est clairement la croissance du chiffre d'affaires et le fait de renouer avec des nouvelles productions et de repartir sur un modèle de financement, notamment des séries et des films d'animation, qui soit beaucoup plus conforme à l'industrie, puisque ça n'a pas été le cas jusqu'à présent, en tout cas sur ces 2 à 3 dernières années. Donc on a un résultat propre un résultat d'exploitation qui sera largement positif. Et bien sûr, techniquement, une forte amélioration des capitaux propres, ce qui nous permet aussi d'avoir beaucoup plus de marge de manœuvre, notamment avoir des meilleurs ratios bancaires. Et donc, comme vous voyez, les capitaux propres étaient à moins 2,9. Ils vont largement être augmentés en 2025. On a fait un nouveau financement. On avait décidé d'arrêter le financement par obligation par OCA. Il a fallu malheureusement qu'on refasse une ligne de financement. C'est un financement maximum de 4 millions d'euros qui est en fait tiré à la main de l'entreprise par tranche de 400K, donc de 400 000 euros. Il faut savoir, et ça me paraît important aussi pour vous, de mentionner que les actionnaires historiques, c'est-à-dire Robert Coppels et moi-même, ont continué à investir dans l'entreprise en compte courant. Et à date, nous avons mis 865 000 euros supplémentaires dans l'entreprise pour lui permettre à la fois de continuer son activité, mais aussi d'apurer un certain nombre de dettes historiques. L'objectif que l'on a n'est pas de tirer la tranche maximale de 4 millions d'euros, bien sûr, mais d'arrêter le financement le plus rapidement possible. Et ce financement pourra être arrêté de façon beaucoup plus simple dès lors qu'on avait restructuré cette dette. Donc aujourd'hui, on est en train de travailler sur 2 types de financement alternatifs. Et l'idée, c'est que ça puisse, bien sûr, nous permettre de ne pas aller jusqu'au bout
de ces 4 millions d'euros qui sont très pénalisants pour vous en tant qu'actionnaire et aussi pour nous en tant qu'actionnaires. La restructuration bancaire, bien sûr, est désormais envisageable puisque ça nous ouvre une séquence beaucoup plus agréable vis-à-vis de nos partenaires bancaires. Et elle est conduite en ce moment avec une équipe de professionnels sur ce sujet. Et donc, les choses avancent plutôt bien avec une perspective de renégociation bancaire avant l'été. L'été étant le mois d'août. J'ai bien conscience du fait que nous avons du retard sur les intérêts de paiement d'EquiSafe. On échange très régulièrement avec eux. Un séminaire, un webinaire est prévu au mois de juin. Et donc, je vais pas en parler beaucoup plus aujourd'hui. Mais en tout cas, des propositions seront faites entre juin et septembre afin non seulement de vous garantir le remboursement de votre capital, mais aussi les intérêts qui sont dus. Et on travaille vraiment très bien avec EquiSafe sur ce sujet. Et sachez que c'est une de mes priorités très importantes que de pouvoir rembourser, bien sûr, les porteurs d'obligations qui sont des petits porteurs et qui ont mis leur argent dans ce bon qui avait été souscrit en 2023. L'idée pour moi, c'est de revenir maintenant sur quelles sont les perspectives et qu'est-ce qui a été fait en parallèle de tout ce qu'on a pu faire en termes de réorganisation et de restructuration. Donc aujourd'hui, on accélère bien sûr sur la capitalisation du catalogue et sur la déclinaison de formats existants. Comme vous le savez, on a une série qui fonctionne bien sur France Télévisions qui s'appelle Zoé Mio. Nous avons fait la saison 1, la saison 2. Il est vraisemblable que la saison 3 puisse sortir assez rapidement. C'est une série d'animation qu'on aime bien, qui est distribuée après dans un certain nombre de pays à l'étranger. L'amour presque parfait, je le mentionnais tout à l'heure, qui était top 5 sur Netflix, sur lequel on est en train de travailler. Et la distribution du catalogue à l'étranger, à la fois avec des nouvelles plateformes de distribution qui sont en train de se monter en VOD et SVOD, et ensuite la distribution en direct, et aussi la vente de séries, notamment junior, comme on l'avait déjà mentionné, en Afrique. Excusez-moi, je vais prendre un tout petit peu d'eau. L'adaptation du livre de Marc Lévy, Le Petit voleur d'ombre, continue bien. On a signé un accord de distribution, enfin de développement avec France Télévisions en décembre 2024. Et donc le développement continue. Et avec la perspective de signer bien sûr l'accord de production et une diffusion probable en 2026, même assez certaine en 2026. Et en parallèle de ça, on travaille avec les équipes de France Télévisions pour distribuer bien sûr ce format à l'international. Donc les choses avancent et les perspectives sont plutôt bonnes. Voilà, je peux vous dire que la rédaction des différents épisodes est déjà faite, que les éléments graphiques sont prêts et que le projet continue à suivre son cours normalement. Et c'était important pour moi de vous rassurer sur ce sujet. Nous avons fait un partenariat avec une société qui s'appelle Starling Interactive, qui nous permet de co-développer des films interactifs. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur parce que, comme vous savez, moi j'ai un ADN technologique très fort. Et donc aujourd'hui, il y a des expériences qui ont été menées avec cette même technologie, et je peux vous donner le retour de ce qui s'est passé au Japon. En fait, un premier film interactif a été produit avec cette technologie au Japon. Le film a fait 180 000 préventes au moment de sa sortie, ce qui est quand même assez significatif. Il devait rester en salle pendant 4 semaines. Il a été prolongé à 18 semaines et le nombre de salles qui devaient le diffuser a été multiplié par 3. Ce qui est intéressant avec ce film, avec cette technologie interactive, c'est qu'en fait, elle est d'abord compatible non seulement dans les cinémas normaux, mais aussi sur des plateformes comme Amazon Prime, Netflix et Apple TV. Et elle permet aux téléspectateurs, via son téléphone portable, de choisir des options sur le scénario du film. Alors vous arrivez sur une scène et là on vous dit, vous prenez votre téléphone et vous avez quelques secondes pour dire, OK, ce personnage va aller à droite ou va aller à gauche. Il va entrer dans un ascenseur, il va descendre au parking. Donc vous allez pouvoir choisir et être vous-même acteur de ce film. Euh, Ce qui m'a vraiment intéressé, c'est de voir qu'en moyenne, les gens au Japon ont vu le film 3,4 fois, ce qui est assez énorme. Ça veut dire que les gens allaient voir le film une première fois avec un scénario, puis ensuite une deuxième fois, une troisième fois et 3,4 fois.
Donc en fait, c'est vraiment l'avenir euh, du cinéma interactif. Avoir ce partenariat nous permet donc d'être partenaire sur Late Shift, qui est un film qui est en cours de développement aujourd'hui et qui est vraiment intéressant. Et il faut savoir que Starlings a un partenariat exclusif de distribution aux États-Unis avec un très gros acteur puisque dès lors que le film sort, il sera distribué dans 1000 salles aux États-Unis. Pour vous donner un ordre d'idée, un blockbuster aux États-Unis, c'est-à-dire un Spider-Man ou Captain America, sort entre 2000 et dans 2000 à 3000 salles, d'accord? Avec un marketing beaucoup plus important et avec une licence beaucoup plus forte. Mais donc c'est un sujet qui me tient à cœur parce que je tiens à ancrer en fait la société Cyrus Media à la fois dans la production de contenu, mais aussi dans la technologie. Et donc ça, c'était un partenariat qui me tenait à cœur et qui pour moi a un énorme potentiel, notamment parce que ça nous ouvre des portes de distribution de nos contenus aux États-Unis et aussi sur des plateformes Prime, Apple TV et Netflix. Collaboration avec Trust TV, ça m'intéresse aussi, d'abord parce que j'aime cette chaîne que je connais bien depuis 25 ans, et que en fait c'est le premier format qu'on a pu signer avec mon arrivée depuis une dizaine de mois, au-delà du petit voleur d'ombre en fait, qui était en cours de signature et qui a été signé au mois de décembre, donc c'est vrai que c'est le second. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait c'est une chaîne avec laquelle on n'avait pas travaillé jusqu'à présent, sur une thématique qui est assez intéressante, puisque c'est le rap et les architectes du rap. Donc vous allez voir, c'est une série de 6 épisodes qui va être diffusée sur Trace TV et puis ensuite à l'international. Trace, c'est une chaîne qui est présente dans 60 pays, donc c'est aussi intéressant. Et donc c'est un premier contrat sur un segment musical qui est assez porteur. Il se trouve que depuis, on a été contacté par pas mal d'artistes aussi pour continuer à faire des productions dans le domaine de la musique et aussi pour faire des produits dérivés. Donc je trouve ça intéressant et ça donne aussi un côté assez nouveau et assez actuel à Sirius Media. Le film Urban Jungle, donc j'ai reçu beaucoup de questions sur ce sujet. Donc le film, dans un premier temps, a été mis en pause pour essayer de restructurer la partie financière, ce qu'on est en train de faire, mais aussi pour essayer de comprendre comment aujourd'hui, les technologies d'intelligence artificielle peuvent nous permettre d'avoir des rendus d'une qualité absolument incroyable avec un effet de réduction de coûts et réduction des délais. Et donc, j'ai beaucoup travaillé avec les équipes sur ce sujet. Donc, le film est confirmé, bien sûr. Diffusion prévue en 2026. Il faut savoir que, en fait, les sociétés avec lesquelles on travaille aujourd'hui et avec lesquelles on réfléchit aujourd'hui, qui sont basées en particulier en Afrique du Sud, mais aussi au Canada. Il y a des gros, gros pôles de développement. euh, Nous ont dit que les évolutions technologiques de ces 18 derniers mois, pour elles, devaient se passer sur les 10 ans qui viennent. Donc il y a un facteur d'accélération massif sur la partie intelligence artificielle, avec forcément une possibilité pour les gens de produire plus, mieux plus rapidement. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'utilisation de l'intelligence artificielle sur l'intégralité d'un film n'est pas possible pour des problèmes de droit. C'est-à-dire qu'en réalité, il faut que les personnages soient créés par des artistes pour pouvoir déposer et avoir la propriété des droits. Et la même chose pour les scénarios. Donc c'est très important d'avoir la possibilité initialement, d'avoir des gens qui vont pouvoir travailler sur le scénario et sur les scripts. Tout ça est assez intéressant parce que quand on peut entendre dire que l'IA va remplacer l'intégralité des hommes, c'est loin d'être le cas dans notre industrie. En revanche, c'est un facteur disruptif très fort que l'on peut voir notamment dans des pays comme l'Amérique du Nord. Et je tenais à ce que nous aussi, on puisse faire partie de cette vague, ce qui va nous permettre bien sûr d'aller jusqu'au bout de ce projet. Je voulais vous montrer aussi en avant-première quelques images de ce film. Alors bien sûr, c'est pas finalisé, c'est en noir et blanc, mais en tout cas, c'était une façon de vous dire que le film continue à avancer et existe. Donc je vais juste partager mon écran sur un autre écran, en tout cas sur une autre. Une avant-première, celle-ci. Voilà, donc j'arrête mon partage. J'espère que vous allez tous bien m'entendre et bien voir. Solène, dis-moi si tu On vois. entend, on t'entend très bien. Est-ce que tu vois là? Et je vois l'écran, c'est bon. Ok.
Ça y est. Je vais revenir à la présentation. Hop. Voilà. Est-ce que c'est Bon, bon? c'est bon. Voilà, donc c'était quelques images noir et blanc avec une petite musique un peu entraînante. Donc pour tout ça pour vous dire que c'est un sujet qui nous tient à cœur. C'est un sujet qui a un potentiel assez important en termes de produits dérivés. Mais c'est un sujet qu'il fallait réorganiser, remettre en place et retravailler. Et on a fait tout ça en parallèle de tout ce que vous avez vu jusqu'à présent. Et je vais continuer la présentation. On a signé très récemment une lettre d'intention avec une société de production qui est basée en France pour prendre une participation majoritaire et elle viendrait compléter l'édifice de Sirius Media Productions, notamment sur la partie jeunesse et film d'animation, puisque c'est une société, aujourd'hui on ne disclose pas son nom, mais qui a des partenariats avec des gens comme Disney, Warner Bros, Hasbro, qui est diffusé, je vous montrerai dans la slide précédente, qu'il y a des contenus qui sont diffusés un peu partout dans le monde. C'est une petite société que peut-être les gens ne connaissent pas, mais que nous on connaît bien et qu'on aime bien. Et donc c'était pour nous intéressant de pouvoir entrer en discussion avec eux. Les audits sont en cours en ce moment et on espère pouvoir avancer assez rapidement sur cette opération d'acquisition. L'idée pour nous, c'est de bien sûr développer des synergies assez fortes sur la partie animation et jeunesse, ce qui nous permettra aussi de mieux distribuer nos propres contenus. Il y a une très forte présence online qui est très importante et qui manque aujourd'hui à Sirius Media. Pour vous donner un petit ordre d'idée sur une de leurs séries, ils ont 9 millions d'abonnés sur YouTube, à peu près 5 milliards de vues sur les différents contenus. La distribution de cette série est assurée sur 150 chaînes pardon, dans le monde. Ils sont à leur sixième saison, donc en fait on installe quelque part une marque dans le temps sur une cible assez jeune. Et 700 licences de produits dérivés ont été signées. Donc voilà, c'est assez intéressant. On n'en a pas parlé jusqu'à présent, de même que les premières images que je vous ai montrées n'avaient pas été diffusées. Et en tout cas, c'était l'objectif de cette conférence et de webinaire, de venir aussi avec des perspectives. Même si on se bat tous les jours pour continuer effectivement à développer, je pense que là, il y a des perspectives qui me paraissent en tout cas intéressantes et très excitantes pour nous. Et donc facilitant le développement, bien sûr, et la diffusion du catalogue de Sirius Media à l'international. Le financement sera assuré de façon non dilutive, notamment par la marge de manœuvre qu'on a pu récemment avoir suite à l'annulation de la dette. En fait, c'est un effet domino qui est assez fort. Et donc, les dossiers sont en train d'être mis en place. C'est une société qui a du cash, qui est cash flow positif, EBITDA positif, et qui donc sera financé sur un mode de LBO et non pas sur un mode d'opération d'acquisition, enfin en tout cas de dilution, pour assurer tout le monde, y compris moi-même en tant qu'investisseur. L'opération est prévue pour un closing en juillet, sous hypothèse de validation à la fois de la structure de financement, mais aussi des conclusions positives de l'audit qui a lieu en cours et qui a lieu en ce moment. Voilà. Ça, c'est aussi une nouvelle qui me paraissait importante de partager avec vous. En parallèle de ça, parce que vous allez dire qu'on est un petit peu fou, mais on a des discussions avec un partenaire dans l'audiovisuel industriel qui, lui, pour le coup, souhaiterait prendre une participation dans AAA, qui est la société qui détient en dessous Sirius Media Production, mais aussi TCC, qui est une autre de nos filiales. Une LOI a été signée qui est non-binding, donc non engageante. L'idée, c'est d'accélérer notamment et de mutualiser le savoir-faire pour créer, distribuer, monétiser des contenus audiovisuels de qualité, mais aussi nous accompagner et nous aider sur le closing de nos deals. Après une phase d'audit que j'ai pu mener à bien quand je suis arrivé au mois de juillet, pour tout vous dire, j'ai nommé dès mon arrivée un cabinet externe pour faire un audit complet de l'entreprise. Le rapport a pris beaucoup plus de temps que prévu, mais en tout cas, j'ai reçu ce rapport au mois de janvier. Et c'était assez intéressant, de même que j'ai demandé à ce qu'on puisse faire un audit légal,
de cette entreprise, d'où le changement de gouvernance. En tout cas, l'élément fondamental que j'ai pu voir, c'est qu'en fait, on avait besoin d'avoir et de se rapprocher de gens qui ont la capacité à closer des deals de distribution avec des chaînes de télé ou des plateformes. La société Sirius Media Production, comme TCC, est très forte pour faire du développement, c'est-à-dire avoir des bonnes idées, des bons auteurs, des bons concepts, des bons packaging. En revanche, je trouve, par rapport à mon expérience et bien sûr, qui n'est pas une expérience dans l'industrie, que les temps de closing des deals sont longs. Et donc, l'idée pour nous, c'était de se rapprocher de gens qui ont déjà la capacité à le faire et aller plus vite pour ces sujets-là. Et je pense que c'est l'intérêt de tout le monde. Les discussions avancent bien, les audits ont commencé et on pense que l'opération pourrait se closer en septembre de 2025 sur bien sûr, et encore une fois, il n'y a aucun, de ma part, aucune incitation ni à l'achat, aucune recommandation, et je tiens à le préciser, mais la valorisation attendue est supérieure à celle de la valorisation actuelle aujourd'hui de l'entreprise. De même que, bien sûr, l'impact de l'annulation de la dette devrait avoir un impact positif aussi sur le cours de bourse, mais c'est que mon avis personnel et ça ne m'engage que moi et je n'incite personne à suivre mes recommandations. Voilà. En tout cas, ça me paraît intéressant de vous expliquer qu'on est à la fois dans un mode de renforcement de l'activité, mais aussi de partenariat industriel, de développement, d'innovation et de technologie. On vous annonce aussi aujourd'hui le lancement d'une nouvelle filiale qui s'appelle Cirrus Media Lab, qui est en fait une filiale dédiée à la technologie et à la R&D, qui est mon ADN. Moi, je suis dans l'univers de la technologie depuis 25 ans, en ayant créé des entreprises, mais aussi dirigé des entreprises comme Nokia. Et donc, ça me tenait à cœur, bien sûr, une fois cette période de réorganisation euh, bien entamée, pas terminée, mais bien entamée, de pouvoir accélérer. Donc, on a créé cette filiale, enfin, on crée cette filiale. Dans cette filiale, on va faire un certain nombre de choses, mais notamment développer des partenariats avec des incubateurs et des universités sur l'intelligence artificielle. Il faut savoir qu'on utilise déjà des outils d'intelligence artificielle. Alors, comme c'est des choses qui sont sur le marché, je trouvais ça intéressant pour vous que de les mentionner. On utilise greenlightcoverage.com, qui est une plateforme assez incroyable, puisqu'on reçoit bien sûr plein de scripts, plein de propositions de films, de docs, etc. Toutes les semaines. Et en fait, cette plateforme a historisé avec un système d'intelligence artificielle euh, énormément de scripts, et donc vous permet d'avoir un regard très rapide sur la qualité d'un script, comment l'améliorer, quels pourraient être les réalisateurs, quels pourraient être les acteurs, et elle peut aller jusqu'à la rédaction d'un début de business model, de business plan. Donc c'est assez phénoménal. Une autre plateforme qui est encore plus pointue et précise, c'est sudowrite.com qu'on utilise également aujourd'hui. Tout ça est fait en mode pilote, ça veut dire qu'on fait une double commande, c'est-à-dire que nous on lit et on utilise aussi les outils, mais vu l'évolution des langages d'apprentissage et la vitesse à laquelle ça va, il était essentiel pour nous de prendre ce virage technologique et en tout cas d'avoir les bons outils pour le faire. On a une petite équipe aujourd'hui qui travaille sur le sujet et c'est extrêmement intéressant. De même que l'on travaille sur la création de teasers pour nos films d'animation à partir d'intelligence artificielle et les résultats sont vraiment très 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 impressionnants. Pour vous donner un ordre d'idée à date aujourd'hui, euh, sur un budget comme Urban Jungle, on a un facteur de division du budget entre 2 et 3 et de temps de production divisé par 2. Et ce n'est qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que ça va aller encore plus vite. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant. Beaucoup d'acteurs de l'industrie, d'ailleurs, sont dans une logique où on va dire non pas l'ADN technologique que nous, on peut avoir. Donc je pense que c'est une force pour nous. Et par ailleurs, on voit que la plupart des studios d'animation souffrent énormément sur le marché, y compris sur le marché français. Beaucoup d'entre eux sont en phase de réorganisation, de restructuration, voire de liquidation. Et il a été malin pour nous de ne pas aller sur ce sujet, mais de plutôt utiliser des partenaires extérieurs, notamment à l'étranger. Je vous ai parlé du Canada et de l'Afrique du Sud,
pour pouvoir bénéficier de la meilleure recherche possible. C'est vraiment un moteur d'innovation fort pour nous et un facteur d'économie d'échelle et de créativité, ce qui va avoir pour conséquence, bien sûr, de créer de la valeur pour nous en tant qu'actionnaires et de pouvoir produire plus et mieux. Donc ça, c'était un point qui est important et une annonce qu'on n'avait pas faite jusqu'à présent, que je voulais vous garder. Il y a un dernier point qui me tient aussi à cœur, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on est en train de travailler sur des financements alternatifs. J'ai bien conscience de la difficulté que vous avez à accepter les OC voilà, et moi aussi. Et donc, on est en train de travailler sur deux sujets. Un sujet de financement beaucoup plus long terme, permis par l'annulation de la dette. Et le deuxième sujet, c'est sur un modèle qui a pu être mis en place par Stratégie aux États-Unis ou récemment en France par Blockchain Group, pouvoir utiliser l'intelligence artificielle, mais aussi les tokens comme outil d'accélération de la production. Donc l'idée pour nous, c'est pas d'aller uniquement faire de l'accumulation de tokens. C'est intéressant, des gens le font, mais c'est d'utiliser en fait les tokens qui existent sur le marché et les projets qui existent sur le marché pour pouvoir financer nos productions et pour pouvoir aussi accélérer les projets autour de l'intelligence artificielle. Alors, je vous donne un exemple de ce que l'on regarde depuis quelques temps et qui me paraît vraiment être super intéressant. C'est une blockchain qui s'appelle bitensor.com. Vous pouvez aller voir ce que ça donne. En fait, l'idée pour eux, c'est d'utiliser les meilleures équipes d'intelligence artificielle au monde, d'ouvrir un projet, ce qu'on appelle un subnet. Donc, c'est un sous-réseau, sans vouloir être trop technologique. Et ensuite, les gens viennent travailler pour mettre à disposition ou développer les meilleurs algorithmes et les meilleurs outils d'intelligence artificielle, mais aussi entraîner ces moteurs d'intelligence artificielle pour pouvoir arriver à un projet qui va être un projet finalisé. Ce que j'aime dans ce modèle, c'est que c'est un modèle qui est open source, donc en fait c'est extrêmement intéressant euh, pour pouvoir travailler, sachant qu'en fait, nous, on garde l'entière propriété du contenu initial et même de la réalisation d'un film. Que l'offre, pour ceux qui connaissent, c'est une offre, donc il y a des tokens, ça veut dire qu'il y a des jetons en français limités à 21 millions de tokens, exactement comme ce que vous avez sur le Bitcoin. Le prix indicatif, je l'ai mis à hier, mais aujourd'hui, ça a augmenté un petit peu. C'est 432 $ par token. Une capitalisation qui est un peu au-dessus de 3,7 milliards aujourd'hui. Et à quoi sert cet outil? Encore une fois, le fait d'avoir des tokens permet de rémunérer les équipes qui vont travailler pour développer les meilleurs projets et les meilleurs produits dans le temps. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième, c'est un financement non dilutif pour nos productions. Et ça me paraît quand même vraiment très intéressant, avec un effet d'accélération dans le temps et en termes de coûts. Et troisièmement, qui est aussi un effet intéressant, c'est qu'en fait, on peut faire du stacking, c'est-à-dire rémunérer le fait d'avoir ces tokens entre deux productions, si par exemple on décide d'attendre d'une production à l'autre, à hauteur en étant raisonnable d'une vingtaine de pourcents, ce qui n'est pas en fait le cas de Bitcoin qui ne se rémunère pas, puisque c'est un modèle qu'on appelle Proof of Work. Ça veut dire que c'est une chaîne qui ne permet pas la rémunération quand on travaille sur des transactions sur la blockchain. Là, ce n'est pas le cas, puisque c'est un modèle qui est assez différent. Voilà, tout ça rentre dans le cadre du labs, des tests qu'on peut faire. On ne va pas dédier aujourd'hui de cash de l'entreprise pour stacker ou pour acheter ce type de token à date, mais c'est une réflexion qu'on a aussi. Et on pourrait, dans ce cadre-là, être la première boîte cotée au monde qui décide d'embarquer ou d'utiliser ce type de technologie d'IA et ce type de token. Voilà. Je veux pas que ça vous fasse peur, mais pour moi, c'était important de vous dire que les réflexions qu'on peut avoir court terme, moyen terme et long terme sont plutôt claires pour nous, avec un plan d'action qui est plutôt clair, qu'on essaie de dérouler le mieux possible et que l'adjonction d'une qualité de contenu, d'une force de distribution et de l'innovation va nous permettre sans doute de construire un groupe, bien sûr, beaucoup plus fort et beaucoup plus solide. Et donc, voilà, il y a un véritable savoir-faire, un pipeline de production de 8 à 10 projets qui sont en développement aujourd'hui, dont des projets qui sont absolument fantastiques, des partenaires stratégiques
à la fois pour nous en termes d'acquisition, mais aussi en termes de partenariat industriel, et des innovations qui nous permettent aussi de bien comprendre qu'on ne peut pas rester dans un monde qui évolue si vite et si rapidement sur un mode un peu à l'ancienne de production. Les choses ont changé, changent très vite. Et en tout cas, moi, je pense que c'est là où je peux apporter un ADN d'innovation et de technologie et d'entrepreneuriat qui devrait apporter et créer de la valeur, j'espère, pour vous, les actionnaires, et pour moi aussi en tant qu'actionnaire. Voilà. Merci. Oui. Merci Paul pour cette présentation. Donc là, on va passer aux questions-réponses. On en a déjà reçu quelques-unes. Il y en a aussi dans le chat, pas de problème. Une première question qui avait été posée. J'arrête la Oui, présentation. oui, c'est bon. Merci. Attends, laisse-moi juste, parce que là, je peux voir les questions-réponses. Bon, il y a Alors, la première qui a déjà été. si tu me permets, je vais les relire d'abord. Peut-on savoir où en est le projet Urban Jungle? À quel horizon? Je pense on en a parlé, en fait, hein. Et on a pu voir des images. Donc, voilà, fin 2025, courant 2026, en fonction de la distribution. En fait, ça va aussi beaucoup dépendre pour être très clair, de si on choisit une sortie plateforme ou une sortie cinéma. Et donc là, on est dépendant forcément des calendriers sur la partie cinéma qui est plus long. En revanche, si c'est une distribution plateforme, c'est beaucoup plus rapide. Donc c'est pour ça que je vous donne ce... Ça peut vous paraître large comme fourchette, mais aujourd'hui, c'est des discussions qu'on a. Pas de problème de série, Urban Jungle, Tino, le petit voleur d'ombre. Alors j'en ai parlé, j'ai parlé du petit voleur d'ombre, donc voilà. Tino, on a des discussions en ce moment avec un groupe de distributeurs français. Pourquoi ça prend un peu de temps? Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Zack et Wowo et sur Urban Jungle, ce qui s'était passé, c'est que Perpetua était producteur, donc mettait le cash pour produire, réaliser ce film et le lancer et ensuite espérer ben, avoir des revenus. En fait, dans cette industrie, c'est pas comme ça que ça se passe réellement. Et ce modèle, qui est un modèle de private equity, fonctionne très bien quand vous êtes Disney et que vous avez des grosses licences et que vous savez ce que ça va donner. Fonctionne pas du tout quand vous êtes sur des produits nouveaux et en tout cas que vous n'avez pas les moyens de distribution et la force de frappe d'un Disney ou autres gros acteurs. Donc, comment ça se passe en fait? Il faut d'abord faire le concept, rédiger le scénario, faire la charte graphique, faire un teaser, aller voir les distributeurs qui vont, eux, vous mettre des minimums garantis, aller voir les diffuseurs, qui ne sont pas les mêmes, puisque le diffuseur, c'est la chaîne de télé ou la plateforme. Le distributeur, c'est celui qui va se charger de la distribution à l'international. Une fois que vous avez l'ensemble de ce financement, vous commencez à faire le film. Mais le faire dans l'autre sens, ben, c'est ce qui a conduit à la catastrophe de Zakewo. C'est-à-dire que globalement, c'est comme si vous allez au casino, vous mettez tout sur le rouge, et puis ça tombe sur le vert, et puis vous avez tout perdu. Donc, moi, je ne veux pas partir sur ces modèles. Donc, on est reparti sur des modèles classiques, après avoir discuté avec des producteurs en France et à l'étranger. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un peu de décalage, notamment sur Urban Jungle, mais aussi qu'il y a un peu de décalage sur Tino, qui reste un sujet qu'on aime beaucoup. On a échangé récemment avec Yann Arthus Bertrand qui lui-même est très impliqué sur ce projet, et avec un distributeur avec, pardon, un diffuseur en France. Et donc, je pense que le projet va avancer, mais c'est vrai que pas dans les timings qui ont été annoncés jusqu'à présent. Et en tout cas, c'est un sujet qui nous tient à cœur, parce que c'est un très beau sujet qui va bénéficier lui aussi de la courbe d'expérience et de l'accélération à la fois sur la partie intelligence artificielle, mais aussi sur la partie tokenisation, et donc qui devrait bénéficier à tout le monde. Alors Netflix retire notamment Black Mirror. C'est concernant le Starlink Interactive sur les films interactifs. Alors oui, mais le Black Mirror, c'est un petit peu différent par rapport à ce qu'on utilise comme technologie. L'idéal, Solène, ce serait vraiment que dans un avenir pas trop lointain, je puisse faire une démonstration pour Mm. que vous puissiez voir la différence. Notamment parce que moi, vous savez que je viens de l'univers du mobile et de la technologie mobile. Il y a énormément de data mobile qu'on utilise via l'interactivité qui permet de mettre en place aussi à la fois de la publicité ciblée, contextualisée, et qui crée un additionnel de revenus assez significatif. Tout ça est très nouveau. Nous, en tout cas, les tests qui ont été faits au Japon, comme je vous le dis, enfin, c'est même pas un test, hein, c'est la première diffusion mondiale au Japon de ce type de technologie, ont très bien fonctionné. Euh, je pense
que c'est un facteur intéressant, en tout cas d'innovation. Le risque pour nous est assez limité, puisque c'est un investissement qui n'est pas significatif, pour être très très clair. En revanche, ça nous donne accès à la roadmap technologique, à une distribution aux États-Unis et à une capacité à penser, à concevoir, à créer un peu des contenus différemment. C'est pas, je ne mettrai pas all-in sur ce sujet. En revanche, c'est un des piliers de développement de l'entreprise et bien sûr sur un modèle de financement qui est assuré. Comme je le disais précédemment, pas sur un modèle de financement à risque, mais sur un modèle de financement qui mélange à la fois des subventions en fonction des géographies dans lesquelles on est, ce qu'on appelle le tax shelter. Des pays qui aujourd'hui donnent pas mal de subventions sont bien sûr la France, mais aussi la Belgique, le Canada, et aussi les Émirats arabes unis qui veulent être et devenir un acteur assez fort d'un point de vue production de contenu. Alors, La question, en fait, était de savoir si effectivement c'était pas un petit peu un marché de niche et voilà, est-ce qu'il y avait vraiment un potentiel sur ce segment-là ouais, d'activité. je pense qu'il y a un potentiel. Bien sûr que c'est un marché de niche. Après, ça dépend de la taille de la niche. C'est-à-dire que si vous êtes sur un marché de niche de 5 6 milliards, ça ne me dérange pas tellement. À l'aune du marché de l'entertainment dans le monde, qui est un des plus gros marchés dans le monde, ce qu'il faut comprendre aussi, et je tiens à le dire, c'est que la demande de contenu dans le monde est extrêmement forte, continue à être parce que la consommation de contenu s'accélère. Les formats changent. Donc, on a des formats sur les réseaux sociaux qui sont plus courts, hein. Vous connaissez ça sans doute bien mieux que moi, type TikTok, etc. En revanche, les besoins de contenu sont forts par la multiplication des plateformes. C'est-à-dire que quand vous regardez Paramount, par exemple, a lancé sa plateforme, et qui est une nouvelle plateforme qui arrive en Europe, elle a besoin de contenu exclusif. Apple, avec Apple TV, a lancé aussi énormément de production, et ce n'était pas le cas il y a une dizaine d'années. Donc, la consommation de contenu est importante, le besoin de se différencier est important, le besoin d'avoir une vision internationale est très important. Et aujourd'hui, il est certain que faire une série sur TF1, c'est bien, c'est profitable, mais qu'il faut avoir aussi une vision à l'international et une vision technologique assez forte. Voilà. Et c'est ce qu'on essaie, nous, d'insuffler. Alors, pour quelle raison on n'est pas disponible en streaming en France? Alors, en fait, il y a deux sujets sur le streaming en France. Un premier sujet, c'est qu'en fait, il y a ce qu'on appelle la chronologie des médias, c'est-à-dire que la réalité, c'est qu'il faut respecter en France un minimum de temps entre une sortie télé enfin, pardon, une sortie cinéma et une sortie télé et une sortie en stream. Ce temps est dépassé aujourd'hui, donc ça c'est sûr. Donc pour tout vous dire, on est en train de négocier avec une grande chaîne de télévision française pour la diffusion d'abord en France, sur une chaîne mainstream hertzienne, et ensuite pour le faire et le diffuser sur du streaming en France, ce qui est On l'objectif. parle du film Voilà. Zach et Hugo, hein. Je sais pas Oui, si oui, le c'est film. ça. C'est pour. Pardon, excusez-moi. Sur le film Zac Efron. C'est vrai qu'il faut que je relise la question. Avez-vous renforcé votre présence en action au capital? Je l'ai fait au début de l'année, si je me souviens bien, assez massivement. Euh, Aujourd'hui, en compte courant, moi, j'ai pas de problème de transparence. Personnellement, je crois que je suis au-dessus d'1,5 million d'euros. Voilà. Ce qui, pour moi, est beaucoup d'argent. Et je viens à préciser, et c'est pas pour faire Cosette, parce que clairement, je m'en fous complètement, mais que effectivement, depuis que j'ai pris des fonctions au sein de l'entreprise, j'ai pas touché 1 euro de salaire. C'est-à-dire que ça va faire plus que presque 12 mois que en fait, je ne prends pas de rémunération pour investir dans la société et pour continuer à la développer et la soutenir. Voilà. Alors clairement, ça peut être perçu positivement ou négativement, mais c'est juste une façon de dire qu'à un moment donné, moi j'y crois. J'y crois d'autant plus qu'en fait, on a eu une période qui a été vraiment difficile sur les 9 à 10 derniers mois et que Mhm. elle semble être passée et que les planètes s'alignent et que voir la quantité de travail qui a été fait en 9 mois, à la fois sur le développement, la réorganisation, la restructuration, les partenariats, la technologie, l'innovation, l'AI, et la partie token sur laquelle je crois vraiment beaucoup, et moi personnellement, je pense que je vais, et encore une fois, modulo le fait que ce n'est un conseil pour personne de le faire, mais je pense que je vais essayer, s'il me reste encore un peu de sous, d'acheter un peu de Tao et peut-être de plus tard d'en racheter au sein de Sirius Media. Je pense que c'est vraiment un sujet qui est vraiment passionnant et très intéressant. Feriez-vous all-in sur Sirius Media? Je vais pas répondre parce que je pense que le terme et la conjugaison n'est pas bonne. Je pense que j'ai fait all-in sur Sirius Media ou quasiment all-in sur Sirius Media. Voilà. Donc, ouais, mais en tout cas, merci.
Je voulais vous dire que je trouve les questions extrêmement pertinentes et assez bienveillantes, souvent loin des échanges que je peux avoir avec certains d'entre vous qui sont assez agressifs, mais je le comprends aussi et je partage votre frustration. Voilà, donc j'espère avoir, enfin, en tout cas, essayé de répondre à l'ensemble de vos questions, vous donner à la fois des choses que vous n'avez pas vues jusqu'à présent, les images d'Urban Jungle, la perspective sur le lab, sur l'EI, sur les tokens, la distribution, l'accord de partenariat industriel dont on avait parlé légèrement, mais pas celui de l'acquisition. Et donc tout ça est assez nouveau et j'espère avoir réussi à vous convaincre et avoir bien précisé le fait que pour moi, l'objectif n'est pas de faire de l'OC indéfiniment et d'aller jusqu'aux 4 millions loin de là, mais de réduire ça le plus rapidement possible via des financements alternatifs et via la génération de cash au sein de l'entreprise. Et ça est en train de se mettre en place assez rapidement. Donc voilà, je pense qu'on est à quelques jours, j'espère quelques semaines de pouvoir arrêter tout ça et de pouvoir accélérer les choses. Mais sachez que si je le fais, c'est pas par envie de le faire, mais c'est par volonté de pouvoir restructurer, réorganiser, redévelopper et accélérer les choses. Et j'espère que le cours de bourse pourra refléter la réelle valeur de l'entreprise rapidement. Voilà. Merci beaucoup. N'hésitez pas, est-ce que vous avez d'autres questions à poser? On a encore quelques... Si on peut prendre une dernière, j'ai cru voir une main levée, mais sinon, je pense qu'on a fait le tour des questions. Bah, merci à tous, en tout cas, de vous être connectés ce soir, d'avoir suivi ce webinaire qui annonce la nouvelle feuille de route et en tout cas le nouveau chapitre qui se tourne pour Sirius Media. La présentation sera en ligne dès ce soir sur le site internet de Sirius Media. Vous pourrez la retrouver et également le replay qui sera disponible dès demain, également sur la chaîne YouTube, notamment d'Aelium TV. Eh bien, je te laisse le mot de la fin, Paul, pour saluer tout le Mer- monde. Merci à vous, merci pour votre confiance. Et je pense qu'encore une fois, le plus dur est largement derrière nous. Ça a été très intense et très sportif ces derniers temps, mais comme j'aime le sport et la bagarre, je pense qu'on ne lâchera pas. Donc moi, je peux vous dire juste un truc, c'est que je ne lâcherai pas. Voilà. Et puis, bien sûr, toutes les évolutions à venir, on vous tiendra informé dès qu'il y a du nouveau sur les différentes discussions qui sont actuellement en cours et que Paul a évoquées durant ce webinaire. Merci à vous, merci beaucoup. Merci, au Bonne revoir. journée, au revoir.